Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la superbe nouvelle qu'est la sortie de mon deuxième livre qui s'intitule Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation. Alors pourquoi le petit livre? Parce que c'est un petit format et c'est un tout petit prix. Il ne coûte que 3,50 €. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Eh bien, un condensé de ma répartie légendaire. C'est-à-dire quoi dire et quoi ne pas dire quand on veut négocier son salaire d'entrée lors d'un entretien d'embauche, quand on veut demander une augmentation, mais également pour les indépendants et les indépendantes, quand on veut négocier ses prestations ou quand on veut augmenter ses tarifs. Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation, c'est un tout petit format à glisser dans votre poche ou dans votre sac, l'anti-sèche parfaite pour vous permettre d'obtenir votre prochaine augmentation. Il ne coûte que 3,50 €, il est disponible en ligne et dans n'importe laquelle des librairies. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Le jour où on aura une femme incompétente à un poste d'argent et de pouvoir, on aura vaincu le patriarcat. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une véritable businesswoman, mais du genre badass, mais genre vraiment boss ass bitch, hein, vraiment comme je les adore. Et j'ai nommé Madame Nina Ramen. Alors, Nina, on ne la présente plus, mais on va quand même la présenter. Nina, c'est la fondatrice de Ramène ta fraise et son job concrètement, c'est d'aider les entrepreneuses à prendre la parole pour se faire connaître, reconnaître, mais surtout pour augmenter leur chiffre d'affaires. Nina, en quelques chiffres, c'est 1 million de vues par mois sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube, toutes les plateformes comprises, 100 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues, un CA annuel d'1 million d'euros, mais zéro salarié en CDI. J'ai vraiment hâte de découvrir la femme derrière les chiffres, la femme derrière le succès, mais surtout l'humaine derrière la femme d'affaires. Bonjour Nina. Hello Insaf, merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette magnifique présentation. Je suis très heureuse d'être là. Bah écoute, merci pour d'avoir accepté mon invitation. Je suis moi-même hyper contente qu'on enregistre ensemble et de te recevoir au micro de Ma Juste Valeur. Ça faisait un moment que je voulais t'inviter. Nina, j'ai choisi de t'inviter aujourd'hui parce que je pense que tu es la personne la plus à même de parler du prix que les femmes doivent payer pour leur réussite et le succès. Il y a un prix que les femmes payent, que la société nous fait payer, il y a un prix que les réseaux sociaux nous font payer, il y a un prix que nos maris, nos conjoints, nos compagnons nous font payer, en tout cas qu'on paye dans la sphère privée. Et je voulais voilà, aborder tous ces sujets-là avec toi, mais aussi d'autres sujets qu'on verra au fur et à mesure de l'épisode. Pour entrer dans le vif du sujet directement, j'aimerais commencer à échanger avec toi sur le sujet que le prix que la société nous fait payer pour nous punir, nous les femmes puissantes qui réussissent financièrement, qui réussissent dans les affaires, etc. Le prix que la société nous fait payer pour nous punir d'avoir osé sortir des codes de la féminité tels que définis par le patriarcat. Je m'explique, hein, pour que tu comprennes bien la question et que les auditrices aussi comprennent bien. En fait, dans une société patriarcale, le rôle des femmes, qu'on soit clair, c'est pas de faire des affaires, c'est pas de monter des business et c'est encore moins de faire de l'argent. Notre rôle, en tant que femme, c'est de nous occuper du foyer et de faire des enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on observe chez les femmes que l'attribut ultime de féminité, c'est la maternité. Et que dès qu'une femme sort un peu de cette période de désirabilité, de fertilité, elle est plus potable et elle a moins de chances voilà, de réussir dans une société patriarcale. À l'inverse,
Les hommes, eux, l'attribut ultime de masculinité, c'est le pouvoir et l'argent. Du coup, quand les femmes décident d'aller jouer sur le terrain de jeu des mecs, la société nous le fait payer. Et je pense que, et voilà, j'aimerais bien écouter ton avis là-dessus et j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de cette affirmation-là, Nina. Effectivement, la société de manière générale fait payer le prix fort aux femmes qui travaillent et qui réussissent. Mais avant ça, il y a aussi d'où viennent en fait cet écart. Cet écart, il vient du fait qu'on n'a pas eu le droit d'avoir des comptes en banque. Ma mère, elle était déjà née quand en fait on n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des comptes en banque. Ça devait être, on a commencé à avoir des comptes en banque dans les années 70. Donc tu vois, encore aujourd'hui, on est en train de rattraper des milliers d'années de retard. Donc déjà, on part pas de la même ligne de départ. Donc ça, déjà, c'est un constat. Et les inégalités à rattraper, elles sont tellement loin, tu vois. On parle de 26% d'écart salarial, mais en fait, même dans l'entrepreneuriat, il n'y a que 5% des levées de fonds qui sont attribuées aux femmes. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a tout cet écart que collectivement, on doit rattraper. Première chose. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à celles qui prennent leur part du gâteau et qui revendiquent cette part du gâteau. Et revendiquer cette part du gâteau, c'est dire, bah, moi aussi, les amis, déjà, on n'est pas 50-50. Il est temps de rétablir ça. Et il y a ce que j'appelle, en tout cas de la manière dont moi je me positionne, être quelqu'un de première ligne. Et INSAF, toi, t'es aussi, enfin, je te mets aussi dans cette catégorie de femmes qui disent et qui revendiquent de parler d'argent, parce que c'est finalement des personnes comme toi, des premières lignes, qui vont aller poser ces sujets sur la table et permettre à tant de femmes derrière aussi de faire avancer les choses. J'isole aussi un petit peu l'archétype qui est d'arriver et de dire un peu avec ses gros sabots, ouais, en fait, les amis, il faut arrêter qu'on soit aussi sous-payé par rapport aux hommes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, quand on incarne cette revendication sociale et sociétale, il y a plusieurs arguments. Le premier argument, c'est, mais vous êtes déjà à 50-50. Donc vous avez déjà les mêmes droits, vous avez déjà des politiques sociales qui sont mises en place, il y a des quotas, donc il y a beaucoup de gens qui sont contre les quotas, donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc il y a un peu cette idée que bah, c'est bon, le taf il est déjà fait, tu vois. Le deuxième sujet aussi, c'est le fait d'impliquer les hommes, et ça je pense que c'est aussi une grosse thématique de la revendication féministe. On va parler des hommes et après des autres femmes, mais les hommes, en fait, si tu veux, en eux-mêmes, ils doivent accepter de laisser leur part du gâteau. Et quand une femme arrive, et s'il suffisait juste de dire je veux la moitié du gâteau pour qu'on lui donne, on n'aurait pas besoin, en fait, de revendiquer, tu vois. Donc, en fait, il y a cet enjeu de garder le pouvoir. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est aussi les autres femmes. Je terminerai par ça, mais je vois souvent des personnes qui me disent, ou des femmes qui me disent, mais tu sais, Nina, moi, enfin, les personnes qui m'ont fait le plus souffrir, les plus sexistes, c'était d'autres femmes. Et donc, dans ce contexte-là, on a aussi une adversité qui est parfois d'autres femmes qui se disent que celles qui sont première ligne, les INSAF, les Nina, qui vont aller dire des choses un peu radicales, elles vont se désolidariser d'elles. Et en se désolidarisant, on dit quoi? On dit, moi, je ne suis pas comme elle. Elle, c'est des féministes énervées. Moi, je suis une féministe gentille. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on crée? C'est le syndrome de la schtroumpfette. Donc, on va intégrer des codes sexistes masculins. On a tous eu des pensées désagréables envers d'autres femmes par rivalité féminine. On pourra en reparler après. Mais c'est le patriarcat qui nous pousse à nous diviser. Et donc, même parfois de la part d'autres femmes, on va subir du sexisme. Et elles-mêmes vont être les garantes de l'ordre établi en se désolidarisant des autres femmes. Et donc ça, collectivement aussi, ça nous pénalise. Voilà, grosso modo, à mon sens, qui aujourd'hui nous fait payer le prix d'un point de vue très macro, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, juste pour donner une précision, c'est 1965 la date exacte, parce que je sais Oui, qu'on va bon. venir nous chercher là-dessus, Nina. C'est pour ça que je fais cette précision. L'année exacte à laquelle on a L'année de naissance de pu ma mère. avoir un compte en banque à leur nom. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, en fait, Nina. Et j'aimerais vraiment, si tu veux bien, que tu nous partages toi aussi le retour d'expérience que tu as eu sur ce prix à payer, que tu as dû payer. Tu sais, moi, je parle des questions d'argent depuis plus de 10 ans. Bon, maintenant, c'est un sujet qui est plutôt tendance. Et c'est tant mieux parce que du coup, la parole se libère un peu plus. Mais en fait, s'aperçoit énormément que l'argent, c'est plus tabou que le sexe. Même entre nous, entre copines, etc., on a plus de facilité. Moi, j'ai entendu plus de copines me parler de leur expérience sexuelle que de me dire combien elles étaient payées. Elles viennent me dire combien elles sont payées que quand elles viennent pour que je les coach, tu vois. Sinon, elles vont pas parler du truc spontanément. Et c'est vrai que comme l'argent est un attribut de masculinité, tu as toujours l'impression que, bah voilà, si tu joues sur le terrain de jeu des mecs, tu vas payer un prix. À un moment donné, c'est le prix fort. Et effectivement, c'est pas toujours les hommes. C'est aussi parfois, même souvent, des femmes qui te le font payer d'avoir osé aller là où tu n'avais, voilà, d'avoir osé transgresser en fait, d'être allé là où tu n'étais pas censé aller. Ouais, bien sûr. Bah, moi, à titre perso, je pense qu'il y a plusieurs prix à payer.
que j'ai eu. Le premier, c'est celui que beaucoup de femmes vivent, je pense, dans l'environnement professionnel avant d'être entrepreneuse. C'est celui où quand tu dis quelque chose en réunion, alors tu es moins écouté que ton collègue masculin qui va dire strictement la même chose. Et je pense que ça a été une des plus grosses blessures que j'ai eues quand j'étais salariée et ce qui m'a peut-être le plus déclenché, je dirais, un déclenchement d'injustice énorme. Je disais exactement la même chose que mon collègue et puis en fait lui on disait ah mais comme a dit Aurélien, alors, tu vois. Alors j'avais dit la même chose 3 minutes avant. Et donc ça, finalement, ça a été le premier signal d'alerte de mon côté. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite pratique féministe, les collaboratrices d'Obama, qui se faisaient elles aussi voler leur idée en réunion, ont développé une stratégie collective de femmes qui consiste à réattribuer l'idée à la femme qui l'avait dit. Donc c'est-à-dire que quand l'homme va venir se réattribuer euh, le sujet, elles vont dire ah, mais oui, c'est l'idée d'INSAF. Elle l'avait dit à la dernière réunion. D'ailleurs, elle avait dit que ça pouvait faire plus 10% sur les ventes. Et donc, voilà, se réattribuer. Ça, c'est une première souffrance que j'ai vécue dans l'environnement professionnel. Et la deuxième chose qui a fait qu'en fait, j'en suis sortie, c'est au moment où, en fait, j'étais en CDI dans une boîte méga toxique. Je voulais partir, mais je restais parce que je voulais avoir un enfant. Et donc ça, c'est la réalité de tellement de femmes qui restent en CDI parce qu'on leur dit pour avoir un enfant, il faut que tu sois en CDI, garde bien ton CDI. Et le problème, c'est que si elles démissionnent et qu'elles trouvent un autre job, elles vont devoir annoncer leur grossesse avant la fin de la période d'essai. Et je pense que beaucoup, nombreuses sont les femmes qui se sont posé la question et ou qui sont restées dans des environnements tels quels parce que elles avaient peur de partir et ou d'annoncer leur grossesse. Donc ça, c'est la deuxième chose à laquelle j'ai été confrontée. Bon, il s'est trouvé qu'un matin, je me pointe au bureau, tous mes collègues étaient virés, moi, ils avaient décidé de me garder, mais je suis quand même partie. J'ai eu une rupture conventionnelle, j'ai eu énormément de chance pour ça. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai quand même décidé de partir, mais je sais qu'on est nombreuses à rester dans ces situations-là, y compris moi, je suis restée plusieurs semaines, voire mois, dans ce contexte. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est quand je me suis lancée. J'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu énormément de sexistes, c'est-à-dire de personnes qui venaient décrédibiliser ce que je disais sous mes posts davantage, que ce soit techniquement, que ce soit beaucoup plus de... En fait, tu vas devoir beaucoup plus te justifier, et tu l'as fait de toi-même, Insaf, tout à l'heure, en disant, on va venir me chercher là-dessus. En fait, on a tellement l'habitude qu'on vienne nous remettre en question notre expertise, alors que, enfin, je suis féministe, c'est quand même mon sujet. Voilà, quand je disais 70, c'est OK. Un mec se permettrait cette approximation. Les femmes se disent, OK, moi, il faut que je sois super parfaite, donc il faut qu'elle travaille 2 fois plus. Et donc, c'est là où bah, je me suis rendu compte que dès que je prenais la parole, on allait plus venir me chatouiller. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, enfin, j'ai les haters aussi, donc on pourra en reparler après, si tu veux. Et dernièrement, et je terminerai par ça, aujourd'hui, c'est un contexte qui est très différent, entre guillemets, parce que ma boîte a grandi, etc. Donc ça a bien marché. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans les écosystèmes business, je me retrouve, le haut de la pyramide, il est investi que par des hommes. Et donc les réunions des entrepreneurs que je connais et que j'ai pu fréquenter sont pleins de masculinité toxique, plein de sexisme. Il y a une nana qui disait, bah oui, mais moi je me sens toujours petite, par exemple. Il y a quand même un mec qui lui a dit, mets des talons aiguilles. Donc en fait, ça, c'est vraiment, la nana fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Encore aujourd'hui, alors que j'ai quand même gravi pas mal de choses, etc., bah, les écosystèmes où les bons plans se partagent, où tous les secrets un peu entrepreneuriaux, c'est pas des secrets, mais en réalité, c'est les bonnes pratiques et c'est là où en fait tu vas grandir, bah, c'est investi par des hommes. Et moi, quand je passe trop de temps là-bas, je finis en pleurs 100% du temps parce que bah, d'une manière ou d'une autre, soit je suis des remarques sexistes, soit je les vois. Voilà grosso modo un peu toutes les résistances. Et la dernière dont j'ai pas parlé, c'est la maternité et le couple. Et je pense que on en parlera après parce que tu l'as évoqué, mais qui sont en fait en dehors de la sphère business, tout ce qui est repose. Ouais, c'est super intéressant, mais c'est exactement ça. Tu as vraiment tout super bien résumé. J'aimerais rebondir sur un aspect que tu as évoqué, parce que c'est une de mes questions et c'est la question qui suivait. C'était le prix que les femmes devaient payer pour investir les réseaux sociaux. Le problème, c'est que on observe, t'es pas la seule. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que tu as vraiment très très bien parlé du sujet dans ton épisode des divans des patronnes où tu as reçu Caroline Jurado qui a extrêmement bien expliqué ce phénomène. Donc j'invite tout le monde à aller écouter l'épisode. Pour en revenir donc à ces femmes qui investissent les réseaux sociaux et donc qui supportent des haters, comme toutes les femmes qui ont du succès sur les réseaux sociaux, tu as vécu du harcèlement en ligne et tu prends d'ailleurs régulièrement la parole sur le sujet. On est d'accord, Nina, tu fais partie de ces femmes voilà, qui parlent de ça hyper ouvertement et qui sont hyper vocales sur le sujet. J'ai l'impression que depuis quelques années, la haine et le harcèlement en ligne envers les femmes est de plus en plus inquiétant. Je pense à Caroline, justement, mais je pense surtout à Kautar Trojette. On la connaît toutes les deux puisque c'est une ancienne de tes élèves et moi, c'est une amie. Et en fait, Kautar, récemment, il y a quelques mois, elle avait fait un post sur le tunnel du coucher. Elle a fini avec sa photo sur des sites de rencontres où des mecs popaient sur son téléphone en lui demandant si elle voulait toujours faire un plan à 4 ou une grosse partouze.
Donc, c'est vraiment une violence qui est hyper forte, qui est super inquiétante pour les femmes parce que tout de suite, la première attaque qu'on fait sur les femmes, c'est une attaque envers leur intégrité physique et c'est toujours la menace du viol qui plane sur les femmes. On y reviendra parce que je serais curieuse d'avoir ton avis, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous donner ta vision des choses comme tu es quelqu'un qui a vécu le harcèlement en ligne, comme tu es quelqu'un qui est un peu un phénix, qui a renaquis de ses cendres avec cet harcèlement en ligne? Est-ce que tu peux nous dire si pour toi, c'est vraiment un problème, c'est vraiment le harcèlement en ligne, c'est un produit dérivé du patriarcat, ou si c'est juste une question de jalousie et que c'est de la nature humaine et qu'il faut juste s'en accommoder. Parce que c'est ce que certaines personnes te disent, hein. Ils te disent, mais vas-y, ça veut juste dire que tu as du succès. Ben, les haters, c'est la jalousie. Donc voilà, tu as du succès, tu as des jaloux, voilà, deal with it, quoi. Tu vois? Je commencerai par dire que de la même manière, les réseaux sociaux sont un espace public en ligne. Et de la même manière qu'on harcèle les femmes dans la rue et qu'on a désinvesti les femmes de la rue, qu'on leur a fait peur de se balader, il y a 90%, on pourra sourcer les chiffres, ceux qui veulent, mettez en commentaire si vous voulez le lien vers le chiffre exact, mais pas loin de 90% des femmes qui ont déjà pris le métro se sont déjà fait harceler. Donc on est quasiment sur un 100% là-dessus. Et l'exemple des transports publics est le même que celui de la rue. En fait, les femmes sont éduquées à avoir peur de l'extérieur, à la fois parce que l'extérieur est une menace dans le sens où il pèse sur nous la menace de l'agression, pèse sur nous la menace du viol. Voilà, toutes ces réalités déjà, parce que en fait, la majorité des agresseurs sont des hommes, voilà, qui font des homicides sont des hommes, qui commettent des viols sont des hommes, et c'est majoritairement sur des femmes. Donc déjà, la réalité, elle est celle-ci. D'ailleurs, je vous invite, pour celles et ceux qui nous écoutent, à lire le livre Le coût de la virilité de Lucie Pétavin, qui parle en fait justement de tout ce que le patriarcat crée comme comportement toxique et sexiste pour les hommes et qu'en fait ils sont éduqués pour ça. Bon, je reviens à mon propos qui était de dire que en fait les espaces publics physiques, déjà la rue physiquement, est identifiée comme étant un lieu de danger pour les femmes. Donc, partant de ce constat-là, les réseaux sociaux en ligne ne sont que le reflet sur Internet de ce qui se passe. Et les menaces ne sont que transposées. Et donc, effectivement, quand une femme prend la parole, il y a probablement ses freins internes, mais il y a aussi ce qu'elle a vécu, les imaginaires collectifs, les récits, la réalité, comme tu l'as dit pour Kautar, qui va faire qu'elle va avoir peur, elle va moins s'investir, et en investissement moins les espaces publics, les réseaux sociaux, elle se prive d'opportunités, parce que plus on est visible, et plus on a d'opportunités, que Tsaf m'invite à son podcast, mais aussi d'opportunités financières très directes. Et donc finalement, les privés de cet espace-là, c'est aussi les privés d'exister dans leur réalité d'être, déjà, d'expression, de prendre la parole, de montrer leur vécu. Parce qu'une femme qui prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui partage son vécu. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais et j'y reviendrai après. Mais c'est déjà ça. On a tellement effacé les femmes de l'histoire que leur laisser la possibilité d'avoir une trace sur les réseaux sociaux, c'est les réinscrire dans cette histoire. Et on voit tout l'enjeu aussi de ne pas les laisser s'investir là-dedans. Donc déjà, ça, c'est une réalité, c'est ce qu'elles ont très bien compris et intériorisé. À titre perso, je l'ai vécu dès le début, alors même que je n'étais pas entrepreneuse. Du harcèlement, des personnes qui vont non seulement venir commenter mes posts, etc., mais après refaire des posts sur moi, créer des groupes WhatsApp pour aller venir m'attaquer collectivement, donc ce qu'on appelle des raids. Finalement, c'est des personnes qui collectivement se sont organisées pour me faire taire d'une manière ou d'une autre. Ce qu'a Comment tu vécu as géré ça, Kautar, franchement, Mimi? ce qu'a vécu Kautar, c'est assez exceptionnel dans le sens où, enfin, ce qui s'est passé, c'est elle a eu un post très viral. Et donc la viralité fait que, bah, en fait, voilà. Et moi, comment j'ai géré? Ben, je dirais trois choses. La première, maintenant, j'ai un protocole de harcèlement. Donc, quand j'ai un post qui part viral, comme celui de Kautar, par exemple, j'ai un protocole qui me dit quoi faire. Et donc, dans ce protocole, il y a, tu dois couper tous les réseaux sociaux, tu dois désinstaller WhatsApp, désinstaller LinkedIn, désinstaller tout, et donner les clés de tout ça à quelqu'un de confiance, en l'occurrence ma community manager. Cette personne-là est en charge de tout nettoyer et de faire des dossiers pour les personnes qui harcèlent. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir payer des gens pour le faire. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, à l'époque, c'était juste Que tu peux sortir nous des réseaux redonner ce sociaux. protocole parce que je pense que franchement, Ouais. la plupart des personnes, même celles qui ont suffisamment de moyens pour payer une community manager, n'ont pas ce protocole-là. Ouais. Et elles se prennent dans la gueule des trucs dès qu'elles ouvrent. Donc, est-ce que pour toutes celles qui subissent du harcèlement en ligne, voici le protocole? Ouais. Tu peux le redonner, Nina, s'il te plaît? Ouais. Étape 1, couper la source et s'en éloigner. Donc, tu coupes LinkedIn. Si c'est sur LinkedIn, tu coupes Insta. Et puis, même ton WhatsApp, tu le coupes parce qu'il y a toujours Micheline ou Janine ou Jean-Michel là qui va dire: Oh, ma pauvre, j'ai vu ce qui s'est passé sous ton post alors que toi, tu es déjà en angoisse de ce qui se passe. Deuxièmement, donner les clés à quelqu'un de confiance. Donc, si tu as une community manager, c'est ta community manager, mais ça peut être ton ami. Tu lui donnes tes mots de passe. Et cet ami, son taf, c'est d'aller nettoyer et ou documenter. Nettoyer, ça veut dire supprimer les commentaires, bloquer les gens. Moi, c'est le protocole. Tu supprimes, tu bloques et tu documentes.
Donc, j'ai un des dossiers sur des personnes. Et après, faire des choses, donc ça, c'est la partie très technique. Et après, il y a faire des choses qui font du bien pour soi émotionnellement. Parce que quand on reçoit du harcèlement comme ça, bah, ça impacte la santé mentale. Moi, j'arrivais plus à sortir de mon lit, j'ai déjà pris des anxiolytiques à cause de ça. Et même ma panne d'écriture, elle a duré 1 an à cause du harcèlement. En fait, là, je parle de ça a posteriori, mais pendant 1 an, j'ai eu peur d'écrire. J'arrivais pas vraiment à écrire tout ce que je voulais. Et comment tu En as fait fait, pour gérer ton business pendant cette panne d'écriture? Parce que toi, le cœur, l'ADN de ton business, c'est justement l'écriture. j'écrivais des choses qui me mettaient pas en danger et en risque. Donc en fait, Tu j'avais certains... t'auto-censurais en fait. Je m'auto-censurais, exactement. Je sais que les sujets qui sont sujets à polémique et à controverse, le féminisme, la place des femmes, etc., je les évitais. Donc je faisais des contenus qui du coup, me plaisaient plus, mais qui permettaient à mon business de tourner. Mode survie activé. Mode survie activé. Après, à court terme, bah, ce qui aide beaucoup, et donc moi, c'est ce que j'enseigne aussi dans mes formations, c'est être entouré. Donc, ce que Kautar a suivi le bootcamp, être entouré d'autres personnes qui vont te donner du care. C'est-à-dire que si demain, bah, INSAF, elle vient me voir en me disant, meuf, franchement, là, j'ai un storm sheet ou j'ai, je sais pas quoi, j'ai un harcèlement, tu viens me voir, bah, en fait, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Et du Mm. coup, je vais te donner de l'empathie. Et l'empathie guérit la honte. En fait, le problème des haters, c'est qu'ils vont venir taper sur des insécurités que t'as, sur des questionnements que t'as, sur des fragilités que t'as. Et encore pire, tu vois. Parfois, c'est juste de la menace. Mais le fait de créer de la connexion avec Insaf ou avec Nina, tu vois, quelqu'un que tu connais, qui a déjà vécu, c'est Brené Brown qui dit ça dans Le pouvoir de la vulnérabilité. Mm, Le fait mm. de créer un lien avec quelqu'un et de lui expliquer ce que tu ressens et juste d'avoir de l'empathie, qui est juste le fait de ressentir une émotion ensemble. Ouais, de te valider dans ta douleur, de Voilà, te donner exactement. peut-être aussi des bons conseils parce que tu es passé par là, et des bonnes pratiques, etc. Même sans donner enfin, des conseils, parfois ça peut être des conseils, mais parfois pas du tout. Et tu vois, dans les groupes du bootcamp, quand il y en a une qui se fait challenger par un mec, ça peut être juste challenger, enfin harceler, pardon, ou récupérer un propos sexiste, elle le partage dans le groupe avec les 10 autres nanas, enfin les 9 autres. Et en fait, les 9 autres, elles vont lui dire, mais non, franchement, c'est un connard, ta 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 ta. Et collectivement, elles vont faire bloc. Et le collectif, dans ce cas-là, je trouve qu'il aide énormément, que ce soit des personnes qui sont tes amies ou que ce soit des autres créatrices de contenu, encore plus d'autres créatrices de contenu. Voilà ce que je peux te dire en substance. Donc, pour celles qui, voilà, qui auraient subi ça, premièrement, couper, deuxièmement, nettoyer et ou documenter. Troisièmement, avoir de l'empathie et s'entourer de personnes qui vont pas te dire non, mais tu l'as cherché ou non, mais c'est le prix à payer. Bah ouais, mais non, en fait, personne ne mérite ça. Donc, s'entourer de personnes qui vont pas te dire oui, bah en fait, fallait pas le faire. Et souvent, les copains, les conjoints, et c'est pas toujours le cas, parfois, c'est juste d'autres personnes, d'autres créatrices de contenu, etc. Et troisièmement, bah, enfin, dernièrement, se laisser le temps. Moi, j'ai mis 1 an à reprendre la parole. Le divan des patronnes qui est mon podcast, c'est le fruit de OK, j'arrive plus à prendre la parole. J'ai pendant 1 mois travaillé sur un truc, j'ai écrit toute seule dans mon coin, etc. Et un jour, j'étais prête à le donner au monde. Mais je pense qu'il m'a fallu ce sas de sécurité. Comment tu as géré les règles? Parce que franchement, là, on arrive sur un step de violence qui est assez inouï, Nina. Quand il y a des gens qui créent des groupes WhatsApp pour te démonter, c'est juste, en fait, gros, vous avez pas de vie, quoi. Au lieu de me démonter, moi, essaye de reproduire ce que moi je fais. Essaye de reproduire mon succès. Et en fait, c'est triste à observer. En fait, la raison pour laquelle je voulais t'inviter, Nina, et c'est pour ça que tu vois en intro, je disais que tu étais vraiment une boss ass bitch. C'est parce que vraiment, je le pense. Parce que tu es la seule meuf que je connais, tu es la seule femme que je connais qui ait traversé les enfers, cet enfer-là, et qui est encore debout. Ouais, typiquement, Caroline Jurado, je la respecte énormément aussi, énormément. Mais Caroline, elle a coupé tous les réseaux. Elle a sa newsletter, elle a décidé de se désinvestir des réseaux et elle a raison. Enfin, c'est sa manière, elle, de se protéger. Toi, t'es encore là. T'es encore là et t'es encore là pour longtemps. Et en fait, c'est vraiment ça que je respecte et que je trouve admirable. C'est parce que n'importe qui, même moi, hein, je me serais dit, mais pourquoi je me casse la nénette, en fait? Qu'est-ce que je me prends la tête? Vraiment, si c'est ça le prix à payer, mais moi, en fait, j'ai pas envie de le payer. Et la plupart des femmes, en fait, quand elles voient ce type de raid, quand elles voient le traitement qui est accordé à d'autres femmes qui osent prendre la parole, qui osent être là, qui osent revendiquer, qui osent élever d'autres femmes, etc., qui osent être verbalement et vocalement féministes, bah, elles se disent, bah non, quand elles voient le traitement qu'elles subissent, elles se disent, mais en fait, non, moi, je j'ai pas signé pour ça. Et te voir toi, Nina, te voir comme ça, parce que tu peux pas être ce que tu ne vois pas. Et voir que tu peux t'en relever, que tu peux transformer, tu peux turn shit into gold de cette manière, bah, je trouve ça hyper inspirant en fait. Donc voilà, j'en Merci. profite pour te dire merci. Merci. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, merci. Déjà, ça me touche énormément. Parce que je pense que c'est pour ça que je me relève. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais rebondir. La première, c'est effectivement, c'est OK de couper. Et que c'est OK de couper pour un certain temps. C'est OK de couper sur certains sujets pour reprendre des forces. Et je pense que c'était ça un peu le secret
de revenir, c'est d'accepter de couper et de me dire que là, pendant 6 mois, un an, alors par contre, ça n'a pas du tout impacté mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Parce que je continue à créer du contenu. Et du coup, bah, ça n'a pas impacté. Mais voilà, essayer de retrouver ses limites et de reposer ses limites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est aussi attaquer en justice ces personnes. Parce que ce qu'elles font est illégal. Ce qu'elles font est illégal. Je répète, ce qu'elles font est illégal. Et Alors, est-ce donc, qu'on peut s'arrêter là-dessus, s'il te plaît, Nina? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. La plupart du temps, et moi aussi, j'ai eu quelques sujets de trucs en ligne, bah, évidemment pas du tout au degré d'intensité que ton sujet à toi. Et en fait, ce qui était revenu de mon avocate, c'était, ouais, INSAF, le problème avec la diffamation, c'est qu'il faut agir hyper rapidement, les tribunaux sont saturés, etc., etc. Et en fait, tu as le sentiment que même si c'est illégal en théorie, en pratique, allez-y les gars, les vannes sont ouvertes, de toute façon, il ne se passera rien, vous risquez rien en pratique. Est-ce que c'est vrai ou pas, Sadina? il y a beaucoup d'impunité. Moi, j'ai décidé que je mettrais tous les moyens financiers à ma disposition pour aller au bout des actions que j'ai envie de mener en justice. Donc, il y en a encore qui sont en cours. Premièrement, peut-être qu'à la fin, ça donnera un non-lieu et que, en fait, ce sera pas puni. Mais en fait, il y en a marre de se cacher dans les toilettes quand on se fait bully. Et donc moi, c'est un peu ma manière de stand-up pour moi-même, ou juste moi par rapport à moi-même. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est je vais documenter tout ça. Donc j'ai commencé à le faire, je le documente et je le partagerai à d'autres femmes pour leur dire bah voilà ce qui est possible, voilà ce qui est pas possible. Et derrière, si ça fonctionne, bah pourquoi pas en fait essayer de faire quelque chose de ça, d'autres femmes. J'adorerais qu'on ait une asso pour ce sujet. Enfin voilà, tu vois, je me dis bah en fait malgré le fait que peut-être que la personne ne sera pas condamnée mais qu'est-ce qui, tout autour de ça, en fait, peut être un sujet et ou un axe à la fois de guérison pour moi-même et d'aide pour les autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, c'est même si au final, t'as rien, déjà, tu dois payer un avocat. Tu vas te taper ta mise en demeure. Tu vas t'avoir ton petit stress avant de dormir, tu sais. En fait, peu importe, même si au final tu perds, tu vois. Enfin, même si au final, moi, je gagne pas, tu vois, je m'en Ouais, fous. tu lui as mis La un bon personne, coup de pression. voilà, tu vois, tu te prends un coup de pression et de toute façon, et un coup de pression qui te dit ce que tu fais est pas légal, en fait. Voilà, Ouais. un rappel de la loi, Et FYI, un tu vois. rappel à l'ordre aussi. Et un rappel à l'ordre, exactement. Et donc, rien que pour ça, pour le petit courrier qui fait du bien de mise en demeure, pour la convocation au tribunal, pour ça, rien que ça, en réalité, je trouve que c'est quand même, la personne va quand même se mettre à stresser et moi, ça me fait genre trop plaisir. Ouais. Et donc, faible réparation. Mais en tout cas, à mon niveau, ça a été cool de me dire, ok, je vais arrêter juste de bloquer, de supprimer les commentaires, on va juste Mm, essayer de mm. faire une action. Et effectivement, c'est dur, mais peut-être que les choses vont évoluer, peut-être que on va pouvoir le faire un petit peu aussi à notre niveau à chaque fois. Et si moi, je me laisse faire, et si moi, je fais tout, si moi, je fais rien, bah, en fait, qu'en est-il des autres, tu vois? Et voilà. Dernière chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est arrêter, c'est aussi les laisser gagner. Enfin, il y a deux choses. La première, c'est qu'est-ce que ça dit d'eux, qui me déploient autant d'énergie, d'eux ou d'elles d'ailleurs, de déployer autant d'énergie pour me faire tomber. Qu'est-ce que je représente de si grave, de si important, de si douloureux pour qu'ils y consacrent autant d'énergie. Et Ouais. donc, ça me donne aussi un indice qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau-là. Et puis en fait, arrêter, c'est gagner. Et je pense que vraiment, si j'étais pas entourée de toutes les femmes qui m'envoient de love et de l'amour, de la reconnaissance, je pense que j'aurais arrêté, hein. C'est aussi les meufs qui me portent derrière en coulisses, c'est un délire, hein. Mais en même temps, Nina, j'ai envie de te dire que ouais, on te porte, parce que moi, je me reconnais complètement dans le crew de meufs qui te portent, même si c'est en silence, même si c'est pas forcément en commentant tout le temps, mais quand les portes sont fermées, sache que on est nombreux à parler de toi et non parler de toi en bien et à te porter. Et puis surtout, en fait, ce que je trouve hyper bien et hyper courageux dans ce que tu fais, c'est parce qu'en fait, en vrai, tu es une pionnière. On n'a pas tout ton degré de visibilité et donc ton impact. Et en fait, le fait de toi y accorder du temps, de l'énergie et de l'argent, ça permet aussi de faire bouger les tribunaux. Parce que plus il y aura de femmes qui vont porter plainte, plus en fait on va se dire que c'est un véritable sujet, et plus en fait ça va devenir un sujet de société qu'il va falloir adresser d'une manière ou d'une autre. Alors que si effectivement on se disait ah bon laisse tomber, je continue à pleurer dans mon lit, mais sur les réseaux je fais le genre la meuf que ça atteint pas, etc. Ben en fait ça ne fait pas bouger réellement les lignes dans la matière, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vais encore te remercier pour ça parce que franchement, c'est un job qui est hyper dur et il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font. Merci. Et c'est faire tomber aussi l'idéal de la girl boss. Montrer cette vulnérabilité, montrer aussi les obstacles, les difficultés et ce que ça coûte, c'est aussi ne pas intégrer et trop jouer le jeu de la girl boss qui est au sommet et qui, en fait, toi, tu vas te comparer, les personnes qui me suivent sont plus de 100 000. Tu vois, si moi je dis, ok les meufs, en fait, pour moi tout va bien, je galère pas, je suis super visible, tout est bien, et que elles ont un poste où elles ont un hater, et que elles sont au fond de leur lit,
Mais en fait, elles vont passer leur temps à me dire qu'elles sont nulles. Elles vont se dire, mais quoi, Nina, en fait, elle a ça et en fait, elle y arrive très bien, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et donc, quelque part, et c'est là aussi où je pense que au-delà du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est aussi euh, qu'est-ce que c'est que d'être une femme qui réussit et comment est-ce qu'on peut montrer la réussite et aussi les coulisses pour que les personnes qui nous suivent ne se disent pas, mais attends, comment ça? Et je compare ça à la nana qui a pas de cellulite sur Instagram alors que toi, t'as ton gamin et je fais, oh putain, l'enfer. Et ben, c'est la même toxicité, tu vois. Et donc, Ouais. au-delà de dénoncer, il y a aussi être dans une réalité de ce que les personnes disent et ne pas souscrire à l'idéal de la girl boss. Clean girl, machin, parce que je pense que c'est aussi ça qui nous dessert collectivement et qui nous érige, nous, et qui pourrait m'ériger, moi, comme étant au-dessus des autres femmes. Comme étant celle qui est au-dessus, celle qui est meilleure, celle qui arrive mieux que les autres. Or, je ne suis pas du tout meilleure, je suis pas du tout, voilà. Je suis pareil qu'elle et j'ai fait des choix différents dans ma vie, j'ai eu des privilèges différents dans ma vie, etc. Mais partager ça, c'est aussi tenir ce discours-là qui, à mon avis, est plus OK. Et la dernière chose aussi, c'est que ce qui me réconcilie avec ce que je fais, parce que j'incite aussi d'autres femmes à faire ça. Et donc, si j'envoyais d'autres femmes, qui serais-je pour dire, OK, moi je prends trop cher, les meufs, je vais faire une formation, ça s'appelle un bootcamp LinkedIn et on va tous vous faire faire ça. En fait, quelque part, oui, là on parle des 1% qui sont douloureux, difficiles. La réalité, c'est que 99% des femmes qui suivent mes accompagnements, en réalité, elles n'ont pas le niveau de visibilité pour faire des posts viraux et avoir du harcèlement. Par contre, ce qu'elles obtiennent en contrepartie, bah, c'est des nanas qui ont des clients, qui ont des leads, qui ont du chiffre d'affaires. Et Kautar en est un super exemple. Elle a démarré, elle revenait de son congé mat, elle était paumée dans ce qu'elle voulait faire en business. La nana, là, elle cartonne, elle a une liste d'attente de ouf pour ses coachings. Avant de prendre la parole sur LinkedIn et avant le bootcamp, c'était pas le cas. Donc oui, ok, et évidemment qu'il faudrait enlever cette partie harcèlement. Et je le dis pas, mais s'il n'y avait que ça, j'aurais arrêté mon métier. Et quand je vois des réussites comme celle de Kautar et comme je vois à quel point ça a alimenté son business et in fine à quel point ça l'a rendu riche, ça lui a permis de déléguer des choses dans sa vie personnelle, professionnelle, d'être plus heureuse, d'investir des sphères de pouvoir. Quand on voit une nana comme elle sur LinkedIn, franchement, ça crée des rôles modèles qui, pour moi, enfin, qui sont aussi la raison pour laquelle, malgré tout ça, je continue aux meufs de dire, je vous promets, ça vaut le coup et juste, on va essayer d'être fortes ensemble, tu vois. Ouais, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, Lucille Pétavin, on t'embrasse, on te salue. Kautar, Caroline, toutes, franchement, on vous kiffe, les filles. Ouais. Et dernière chose aussi, avant de critiquer une femme sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire parce qu'on a toujours, on est éduqué en tant que femme à toujours nous diviser entre nous et que l'autre, tu vois, qui fait la même chose que toi, qui fait quelque chose de différent, qui a fait un post que tu n'aurais pas fait, avec lequel t'es pas d'accord, peut-être que t'es pas d'accord, mais garde en tête que elle a dû tellement galérer à avoir le courage de le faire. Elle a doit affronter ça, juste d'être sur la place publique. T'es pas obligé de liker, t'es pas obligé de commenter, mais juste, genre, dis rien. Et c'est ok. Bon, il y a plein de meufs avec lesquelles je suis pas d'accord et je me dis bon, allez. Ouais, non, complètement d'accord. Ça passe aussi par là, la sororité, juste pas descendre quelqu'un gratos, quoi, gratuitement. J'aimerais parler d'un autre prix à payer qui est un véritable tribut pour le coup que moi j'observe autour de moi. J'ai énormément de clientes à qui ça arrive, dans mon entourage ça arrive et ça arrive tellement que ça commence à me faire flipper, limite pour mon couple. Heureusement que j'ai un couple solide de ce côté-là, mais c'est le prix que les femmes doivent payer dans leur vie privée. Comme je le disais, je vois beaucoup de femmes autour de moi qui divorcent, qui se séparent. J'ai encore une cliente qui a 4 enfants, qui se sépare de son mec, qui ne supporte pas de l'avoir réussir financièrement. Elle a une boîte qu'elle a lancée après lui et sa boîte cartonne à elle alors que lui, sa boîte ne fonctionne pas. Pendant un an, il lui a pris la tête jusqu'au jour où en fait elle a décidé de divorcer parce qu'elle s'est dit c'est juste, enfin pas possible, plus possible. Et en fait, il y a plein de femmes qui sont dans ce cas de figure-là. Moi, je le vois, j'ai plein de clientes en coaching qui me disent, qui font le coaching avec moi, qui sont prêtes à aller réclamer l'augmentation qu'elles veulent, augmenter leurs tarifs, aller chercher le CA qu'elles veulent, etc. Et à un moment donné, elles me disent, non, mais en fait, INSAF, je vais pas le faire. Et quand je gratte pour savoir pourquoi elles le font pas, parce qu'au départ, je pense que c'est un problème de confiance en soi, etc. En fait, je découvre que si elles ne veulent pas le faire, c'est parce qu'elles ont peur d'émasculer leur mec. Elles me disent toutes la même chose. INSAF, mais tu te rends pas compte, si je gagne plus que mon mec, ça va être le bordel à la maison. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît, Nina? Parce que c'est un vrai problème et ça me rend ouf. Leur ego, hein. Jugé parti, tu sais, je dis tout le temps, les hommes dans la lutte féministe sont jugés partis. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être dans notre équipe, mais bon, ça veut dire que ça leur coûte souvent. Alors ouais, je te rejoins ce que tu dis. À mon échelle, mon constat, c'est que même prendre la parole sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui me disent, oui, mais j'ai peur des critiques. Oui, mais quand je creuse quelle critique, c'est mon mari. Et c'est souvent, très souvent mon mari. Et je cite une femme que j'ai accompagnée qui m'a dit, Nina, j'ai de moins en moins de force et d'énergie pour poster. J'adore poster, j'adore écrire, mais mon mari me dit qu'il ne me reconnaît pas dans mes posts,
parce que c'est vrai qu'elle est plutôt timide, plutôt réservée, etc. Et c'est vrai que sur LinkedIn, bah, c'est une tribune pour elle d'expression plus facile. Et son mari lui dit qu'il la reconnaît pas, que c'est pas la femme, Donc il y a la menace tout de suite de, en fait, je vais m'éloigner de toi, tu n'es pas la personne que je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes qui gagnent de l'argent ont été des prostituées. On parlait tout à l'heure de ce qu'on porte sur nous quand on gagne de l'argent. Les femmes riches, avant que les femmes n'aient le droit de travailler, étaient les prostituées, qui étaient indépendantes, qui gagnaient de l'argent. Et donc finalement, qu'est-ce que tu prostitues quand tu gagnes de l'argent? C'est ça la question qui se pose. Qu'est-ce que tu voles? Qu'est-ce que tu travestis? Qu'est-ce que tu subtilises? Tu sais, c'est aussi un peu l'imaginaire des sorcières. Donc, on a Ouais, quelle l'imaginaire de part la de ton prostituée. âme tu vends au diable, en fait? Exactement, quelle part de ton âme tu demandes au diable? Exactement, ça devient suspect. Et donc, les deuxièmes femmes, les femmes aussi de pouvoir étaient des sorcières, donc de pouvoir et d'argent, elles ont été chassées. Donc, de tout temps, les femmes avec de l'argent et avec du pouvoir ont été chassées. Pour revenir à la première question que tu m'as posée et pour revenir sur le sujet du couple, 100% d'accord. Premièrement, sur le fait que je le vois, je le constate pour ma part. La deuxième chose aussi, c'est, tu parlais d'enfants tout à l'heure, après un enfant, une femme perd 30% de revenus. Donc les vraies inégalités en réalité dans un couple se créent au moment de la maternité, davantage que au moment du couple. Ça, c'est une étude qui montre ça. D'ailleurs, il y a un épisode sur Netflix d'une série qui s'appelle Bref, qui explique ça. En fait, les inégalités, elles arrivent surtout au moment de la naissance d'un enfant. Donc ça, c'est la question qu'on peut poser, c'est couple avec enfant versus couple sans enfant. Donc il y a la menace de on va se séparer. Il y a la menace de, OK, un enfant, moi j'ai calculé, c'est à peu près 35 heures de travail par semaine, à peu près, si on compte le week-end, Plus, etc. plus. Opérationnel, Euh, opérationnel. Je compte pas les nuits. Opérationnel. Bon voilà, qui s'occupe de ce travail? Qui prend en charge ce travail? Et du coup, comment on répartit cette donnée très claire de des 35, 40, 50 heures? Qui empiète sur son taf personnel? Donc finalement, quand toi, tu vas t'investir à fond sur ton travail, bah, qu'est-ce qui lui revient? Les tâches domestiques, les enfants, donc qu'est-ce qu'il doit compenser? Donc en fait, finalement, quand toi, tu as une augmentation, tu as plus de responsabilités, aussi concrètement, bah, lui, parfois, il perd aussi sur son terrain de vie domestique, de vie professionnelle. Et à titre hyper perso, pour partager le fait d'être une femme de pouvoir successful, je dis toujours que mon mec est un soutien et est un bon allié. Il ne reste pas moins un homme. Et il est allié au mieux qu'il peut. Mais la réalité, c'est que lui ne me fait pas vraiment de reproches, mais moi, j'ai énormément de culpabilité. Et donc, même quand le reproche n'est pas externe du mari, en fait, il est intériorisé. C'est la fameuse analogie, tu sais, de l'éléphant. Quand il est petit, on l'accroche à une... mm. Il est bébé éléphanteau, on l'accroche à un poteau avec une ficelle à la patte. Puis il peut pas s'éloigner. Puis en fait, en grandissant, il prend de plus en plus de force. Donc en réalité, il pourrait se décrocher de ce poteau parce que c'est un tout petit poteau. La réalité, c'est que comme il a grandi avec ça dans sa tête, eh ben, il n'arrive pas à avoir la possibilité de le faire. Et donc là, l'exercice du patriarcat et du sexisme, il s'exerce par l'extérieur, mais il est intériorisé. C'est peut-être presque le paroxysme de la domination qui, en fait, t'as plus besoin de quelqu'un pour te dire, c'est que tu l'as tellement intériorisé. Et donc moi, tout le temps que je passe à travailler, et j'adore ce que je fais, j'emmène plein de meufs avec moi, c'est un impact de ouf. Et la culpabilité que je porte, Insaf, genre franchement, c'est un truc de malade. Je m'occupe beaucoup moins de mon enfant que mon mec, donc je dirais qu'il fait 80% des tâches parentales, 50% des tâches domestiques, donc 80% quand même des tâches parentales. Mais en fait, je me réveille tous les matins en pensant que je suis une mère horrible, quoi. Oh Vraiment. Et là donc, je là, dois pas dealer du avec tout, ça. mais pas du tout, pas du tout. Je dois dealer avec ça. Voilà. Non, Ben, mais en fait, c'est dur, hein. pas du tout, Nina. Et je trouve que le plus mind-blowing là-dedans, c'est que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les mecs dont les femmes s'occupent de 80% des tâches parentales, jamais, tu vois, ils vont se dire, je suis un père horrible. Elle va se dire, au contraire, je suis un père formidable. Regarde ce que je suis en train de construire pour mon enfant. C'est tout à fait l'analogie de l'éléphanto. Et il y en a une autre aussi qui est vachement parlante que j'ai découvert dans Yellowstone, la série, c'est l'analogie de la cravate. En fait, les esclaves aux États-Unis, avant, ils avaient une corde autour du cou qu'on appelait la cravate. Quand leur maître leur faisait suffisamment confiance, c'est-à-dire qu'ils les avait suffisamment asservis pour savoir que même s'ils coupaient la cravate, ils ne partiraient pas. Et ben en fait, on leur coupait la cravate et c'était eux qui avaient atteint le niveau ultime de la servitude. Et ça reste vraiment, et ça se transmet aussi, etc. Nina, sur ce sujet-là, moi, je t'avoue que je suis d'origine tunisienne et ça m'a toujours un peu étonnée quand les femmes me disent non, mais en fait, je veux pas gagner plus d'argent parce que j'ai peur de perdre mon mari. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, donc je suis d'origine tunisienne et j'ai observé de mes propres yeux à quel point la thune t'empouvoirait en tant que femme. J'ai vu mes tantes être des femmes au foyer, travailler, devenir des businesswomen, gagner plus d'argent que leur mec. Et j'ai vu à quel point après, toutes les conneries que leur mec il leur faisait avaler, tu vois, c'était finito. Elles avaient récupéré leur pouvoir, elles avaient une place dans les discussions, elles avaient une place dans la prise de décision et toutes les conneries, les couleuvres qu'elles avaient avalées, c'était finito maintenant.
Et moi, c'est aussi un message, tu vois, que j'ai envie d'envoyer aux femmes. Si vous avez peur de gagner de l'argent, parce que vous avez peur de perdre votre mari, mais qui dégage en fait? Qui dégage? C'est juste que vous avez épousé quelqu'un qui a épousé la version bac-12 de vous, en fait. Il n'a pas épousé la version d'une femme empouvoirée et puissante. Un vrai mec, il kiffe une meuf puissante. Il veut une meuf puissante à ses côtés parce qu'il sait qu'elle va l'élever. Et donc, dites-vous un truc, mesdames. Demain, en gagnant de l'argent, vous allez reprendre votre place dans la discussion, vos foyers, mais aussi dans notre société. Et ça commence par là. Et donc, ne serait-ce que décider si ta belle-mère elle vient ou pas à Noël, c'est toi qui décides. Si tu veux pas qu'elle vienne, elle viendra pas. Et c'est toi qui décideras aussi, t'auras ton mot à dire sur les vacances. Si tu veux plus aller en Bretagne, bah t'iras plus. Ouais, c'est clair. Non, Allez, mais cent pourtant, pour cent j'adore mes d'accord. beaux-parents et j'adore la Bretagne, mais rien à voir avec moi. Mais en fait, Mais, c'est vraiment empouvoirant de dire, bah, en fait, en gagnant de la thune, je regagne aussi ma liberté. mais j'ai pas de stats sur ce sujet, mais je pense que ce serait une question intéressante à se poser de savoir. C'est qu'une fois que l'argent est rétabli dans le couple, l'argent, le pouvoir, ma croyance, c'est que c'est davantage les femmes qui partent que les hommes qui partent, parce que la réalité, c'est que toutes celles qui restaient par dépendance financière, c'est-à-dire par dépendance financière et ou psychologique, du genre bah, je suis pas capable de ça, je suis pas capable de ça, donc ça passe par l'argent, mais ça passe par aussi, je sais pas, gérer des tâches et X, Y. Mais en fait, quand tu captes que toi, tu peux les faire, moi, je pense qu'il y a plein de nanas qui se disent, OK, en fait, je gagne ma thune, j'ai pas besoin de lui pour réussir, j'ai pas besoin de lui pour avoir de la valeur au sein de la société, alors bah, je pars et je prends mes gamins sous le bras et je me casse. Et donc, je pense qu'il en faut pas beaucoup pour que des hommes médiocres perdent leur pouvoir Ouais. du couple. Et en fait, il y a tellement de femmes, je pense que cette séparation, je crois que il y a des stats sur le sujet, mais en tout cas, la séparation dans les couples chez les femmes qui réussissent, je pense elle ne crée des séparations qu'auprès des hommes médiocres qui en fait comptaient directement ou indirectement, mais en fait c'était la dépendance financière qui faisait que les femmes restaient parce que c'était tellement difficile. Et pour citer une personne de mon entourage que je connais, mais en fait elle me dit mais putain, si je gagnais 5 fois plus, mais t'inquiète, en fait je me serais déjà barrée. Et donc, c'est tous ces couples-là aussi. Et donc, finalement, c'est une bonne chose que tu te sépares. Et donc, au-delà de ça, c'est que ça vient rétablir toutes tes peurs, ça vient toi te sécuriser. Et il ne reste plus que la vraie valeur du gars, tu vois. Et la vraie valeur, c'est qu'est-ce qui t'apporte au-delà de la sécurité financière et ou sociale. Et c'est là où, en fait, les vraies discussions, elles ont lieu. Je suis à la fin de mon propos. En tout Non, cas, non, mais très bien, mais tu vois, enfin, les gens me voient pas, mais je bois tes paroles religieusement, je hoche la tête. Nina, du coup, c'est une transition parfaite pour parler de l'ambition au féminin. Tu sais, c'est l'ambition au féminin, le leadership au féminin, c'est un peu le terme de cette dernière décennie, hein. On a tout décliné au féminin. Je voulais, voilà, avoir ton opinion sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie ambition féminine et une ambition masculine, ou est-ce que c'est juste une construction du patriarcat pour nous, voilà, pour nous segmenter encore et pour pointer nos différences? réponse courte, c'est une segmentation du patriarcat. L'ambition au féminin, ce serait quoi en fait? Ce serait une ambition dans le care, dans le fait d'aider les gens. Ah mais oui, mais moi je fais une petite boîte, moi je fais un petit truc, mais moi ce que je fais c'est vraiment pour aider les gens, hein. C'est pas pour gagner de l'argent, hein. Moi je le fais vraiment si je veux monter ma boîte, c'est parce que vraiment, 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 ça me tient à cœur d'aider les gens, hein. C'est certainement pas pour gagner de l'argent. En fait, il y aurait cette idée que l'entrepreneuriat féminin, au féminin, dédié aux femmes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait nous on est là pour encore plus donner de nous. En plus des 7 heures de tâches ménagères qu'on fait, de sorte de porter un gamin pendant 9 mois et tout le bordel. Bah non, pardon, mais non. Donc non, l'entrepreneuriat est un levier à plein d'égards. Ici, on est là pour parler de pouvoir, d'argent et d'émancipation. L'entrepreneuriat est un excellent levier pour ça. À ce titre, l'ambition des femmes pourrait être et devrait être de manière très légitime de gagner de l'argent, mais quand je demande à une femme pourquoi tu entreprends, elle me dit ah bah oui parce que elle va m'inventer toutes les excuses. Un mec il va me dire ah mais moi, je veux là-dessus. Combien de femmes répondent ça? Ouais, j'avoue. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'elles vont tout. Bah, elles n'assument pas de vouloir gagner de la thune. Elles n'assument pas. Parce que, vénal, parce qu'en fait, on devrait être dans le care, dans l'éducation des enfants, etc., qui est un travail non rémunéré. Si élever les enfants, faire des tâches domestiques, c'était payer 500 balles de l'heure, en fait, t'inquiète pas que moi, j'aurais pas de problème à faire ça. En fait, le problème, c'est que c'est un travail, ça reste un travail, mais c'est un travail non rémunéré. Bref, donc, en tout cas, tout ça pour dire que je pense que les ambitions d'entreprise pour les femmes et les hommes pourraient être, sages, devraient être les mêmes. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat au féminin, féminin, etc., parfois de manière très maladroite, existe pour redonner aux femmes des outils dans des sphères d'entrepreneuriat où elles sont trop peu nombreuses. Et donc, mon avis à moi, c'est qu'on devrait financer les entrepreneuses. Et c'est ça l'entrepreneuriat féminin. C'est que chaque meuf qui se lance, elle devrait avoir 10, 15, 20 K, 100 K dans leur poche, parce que héritage de tellement de centaines d'années
où elles ont été écartées des environnements de business et on devrait leur donner de l'argent pour leur dire, OK, déjà, désolé de vous avoir sorti de ça. Et ensuite, vous avez tant à rattraper entre vous parce que vous partagez des tips de parentalité, il y en a plein, mais partagez des tips de vas-y, comment on fait 10 cas par mois, il y en a beaucoup moins. Donc en fait, comment est-ce qu'on crée aussi ça à ce sujet-là? Je pense qu'il faudrait financer davantage les femmes entrepreneuses. Et c'est ça pour moi l'entrepreneuriat féminin. Et la dernière chose aussi, c'est de dire que moi, je travaille pour les femmes, pour qu'il y ait davantage d'entrepreneuses, mais surtout, je le fais en non-mixité. Et franchement, la non-mixité, ça repose. Il n'y a que des nanas dans mes bootcamps. Il n'y a personne pour leur dire, pour monopoliser la parole. Les femmes se complètent 2 fois plus la parole que les hommes, donc la parole est très bien distribuée. Elles s'écoutent, elles s'entraident. Vraiment, ce qui est créé, toutes les nanas viennent dans mes bootcamps sans être forcément féministes engagées de base. Elles repartent en disant, je pensais que les nanas se tiraient dans les pattes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les meilleurs soutiens les unes des autres. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée aussi, à l'échelle collective, un terreau de partage de connaissances, d'argent. Pareil, moi j'embauche des femmes, je ne suis pas de CDI, mais je fais des Ouais, prestats, donc t'embauches le freelance, ouais. ouais, voilà, j'ai beaucoup de freelance, c'est que des femmes, et je suis tellement heureuse sur les 1 million d'euros de chiffre d'affaires que je fais, de reverser des centaines de milliers à toutes mes prestats qui sont aussi des femmes, et que à mon échelle j'enrichis, et que collectivement on arrêtera d'être dans le bas de la pyramide où là en bas il y a plein de nanas, et ok oui on est à 50-50 d'entrepreneuriat, mais en fait les plus de 100 k et les plus d'1 million, bah Nina, j'avais aussi envie de parler avec toi et d'échanger avec toi sur le fait que, en tout cas, moi, ce que j'observe en ce moment, c'est que les businesswomen de notre époque, de notre génération, eh ben, franchement, on est vraiment badass parce qu'on casse les codes. Tu vois, je trouve que vraiment, on réinvente les codes du business, on réinvente les modèles d'affaires et on prouve que on peut réussir en business, on peut réussir financièrement sans y laisser sa santé, sans y laisser des plumes et sans y laisser les autres aspects de notre vie, en fait, sans y laisser aussi notre féminité. Et ça, je trouve ça hyper cool. Est-ce que toi aussi, tu trouves que les femmes de notre époque, voilà, elles viennent mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et surtout, elles prouvent que le mantra qui était avant Get rich or die trying, je ne sais pas si vous aurez la ref. Est-ce que toi aussi tu observes que elle prouve que c'est plus du tout nécessaire de soit devenir riche, soit mourir en essayant de le devenir? moi, j'adore les entrepreneuses. J'adore les femmes qui, sans pouvoir, qui s'enrichissent, entreprendre au sens large du terme. Il y a des gens qui entreprennent aussi quand elles sont salariées. Je trouve que entreprendre de manière très large, c'est faire des petits pas hyper risqués que tu n'as jamais fait de ta vie, échouer et refaire quand même jusqu'au jour où tu y arrives. Et le jour où tu y arrives, c'est tellement de satisfaction, tellement de reconnaissance. Et tu sais que cet effort, il vient de toi. Et donc, au-delà de l'argent et de tout ce que ça peut donner, je trouve que rien ne m'a donné plus de confiance en moi, d'estime de moi que l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je trouve qu'elles sont badass? 100%. Le travail que tu fais est incroyable et parler de ce sujet-là avec, enfin, d'argent, avec autant de liberté avec tout ce que ça implique, dont on a parlé tout à l'heure. Et je te cite toi, mais je trouve que c'est incroyable. On a cité Kautar, Trojette, on a cité Caroline Jurado tout à l'heure aussi, mais elles sont tellement nombreuses et je suis tellement fière. Et moi, je nous vois comme une équipe. Je nous vois comme les Avengers, tu vois. Carrément, carrément. Et je nous vois comme aussi parfois, bah, comme tu le dis, on est déjà en train de combattre nos propres monstres. Mm, mm. Mais je nous vois aussi comme une équipe de, en fait, quand une de nous est attaquée, c'est tout le monde qui est attaqué. Et Ouais, donc, j'ai tellement d'amour et de reconnaissance pour chacune des femmes qui réussit parce que quand elle réussit, elle nous montre à toutes qu'on réussit. Elle nous montre à toutes que c'est possible. Et donc, quand une femme prend le pouvoir, prend la parole, prend de l'argent, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de la soutenir, de la porter. Et tu vois, on parle souvent du syndrome du coquelicot. Dès qu'il y en a Mm. une qui dépasse la tête, on lui coupe. Ben, je pense que collectivement, c'est de nous aider, de nous soutenir, de nous porter, de nous acheter nos prestations entre nous, de nous acheter nos bouquins. Vraiment, ouais. Moi, j'achète, je demande jamais gratuitement, j'achète tous les produits de mes copines, même ceux dont je me sers pas, parce que bah, c'est ma manière, quand je peux, d'alimenter cet écosystème. Donc ça, c'est la première chose. Je suis très, très, très fière de ce qu'on fait et très fière d'être en première ligne. Et peut-être que dans ce qu'on raconte, il y en a certaines qui ne se sentiront pas aussi libres que toi, tu peux te sentir de parler d'argent, que moi, de parler de féminisme et de LinkedIn. Et c'est OK, parce qu'il y a tellement de degrés différents. Et notre rôle à nous, c'est d'aider toutes les autres à sortir du bois et à monter en tant que coquelicot, tu vois. Et comme nous, on est les têtes au-dessus, bah, en fait, tu sais, on s'en prend plein la gueule, mais c'est aussi pour qu'il y en ait d'autres aussi qui poussent en dessous. Et ça, je pense que toi, t'en as parfaitement conscience. Et moi, en tout cas, c'est le cas. Donc vraiment collectivement, voilà, moi je trouve que c'est hyper important qu'on s'alimente, qu'on s'aide. Et la deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est, tu vois, il y a la question de comment réussir quand on est une femme. Alors déjà, les femmes investissent mieux que les hommes.
il a été prouvé que les femmes géraient mieux leurs investissements, gagnaient plus d'argent, faisaient des meilleurs investissements. J'ai la croyance personnelle que les femmes managent mieux, gèrent mieux que les hommes. Et donc en plus de ça, on est, moi je pense, plus compétentes. En tout cas, au même niveau, les femmes sont généralement plus compétentes que les hommes parce qu'elles ont dû travailler 2 fois plus. Et donc la nana qui est au même niveau que toi ou qu'un mec, en fait, oui, certes, sur le papier, elle est entre guillemets au même niveau, mais la réalité, c'est qu'elle a dû bosser 2 fois plus. En plus de ça, avec ses gamins à gérer, etc. Et dernière chose, ce que j'interroge, c'est les modèles de réussite des femmes. Et en fait, les hommes sont éduqués, comme le dit dans le bouquin Lucie Pétavin, à quel point, enfin, à s'approprier les ressources, à s'approprier les richesses, à s'approprier, y compris ce qui ne leur appartient pas. Et donc ma question que je pose aujourd'hui, c'est en ayant plus de femmes entrepreneuses, mon avis, c'est qu'on va pas reproduire ces modèles qui appauvrissent les ressources, qui appauvrissent les gens, qui exploitent les gens. Et je pense que la question, c'est est-ce qu'on va entreprendre de la même manière, avec la même toxicité, d'accaparer les ressources, de s'accaparer tout, y compris ce qui ne nous appartient pas, ou est-ce qu'on va créer un entrepreneuriat qui va être plus vertueux, plus respectueux, et j'ai fondamentalement, intérieurement, la sensation que oui. Et donc la question devient, est-ce qu'on va réussir selon les modèles masculins de réussite capitalistes, de conquête? Ou Mm, est-ce mm, que mm. on va créer d'autres modèles? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, il fait 50, il fait 40 degrés à Paris, on a niqué la planète, on a défoncé les ressources. Est-ce que finalement, si aujourd'hui 100% des femmes ou 100% des entreprises étaient tenues par des femmes, ou au moins 50%, on en serait là, je pense pas. Je pense que les femmes arrivent à préserver les ressources, en tout cas mieux. Et j'espère qu'on créera des modèles, en tout cas plus vertueux que ce que les hommes ont créé dans l'entrepreneuriat, malheureusement. Moi, je suis convaincue, je suis sûre que les femmes, tu vois, quand elles entreprennent, c'est plus vertueux. Et on citait plein de femmes. Moi, j'ai envie de citer Héloïse Boll, j'ai envie de citer Émilie Friedli, avec son programme Mère, Congé Mat, qui fait travailler plein d'autres femmes. Tu vois, elle porte pas le truc toute seule. Elle est là, elle chapeaute, mais elle fait travailler 20 expertes. Margot Théroux, Lucille Quillet, enfin, Laetitia Vito, enfin, et elles sont tellement nombreuses. Noa Delafi, Estelle Bi, enfin, j'aimerais toutes les citer. Évidemment, elles viennent pas toutes rapidement, mais enfin, effectivement, Rebecca Amselem, tu vois, je vois avec toute cette crew de Oui. femmes, on fait exactement la même chose que tu citais. On se fait travailler entre nous, on se fait bosser entre nous, on se fait de la cross-promotion. Tu vois, on se porte vraiment réellement et on ne Oui. soutient pas que émotionnellement en mode on va boire des coups pour pleurer sur l'épaule l'une de l'autre. C'est en ça que je trouve vertueux. Je Euh, pense qu'on va réussir selon d'autres modèles, en fait. ouais, et Et j'en suis convaincue aussi, ouais. et les réflexions, et tu parlais de mon business model tout à l'heure, de comment on répartit la richesse, comment on la redistribue, c'est aussi un sujet, et je nous souhaite en tout cas de créer ça. Ouais. Dernière question, Nina. Vas-y. Je ne pouvais pas te recevoir et pas te poser cette question. Nina, moi je donne toujours cette image-là. À un moment donné, il y a un truc qui m'a frappée. J'aime bien aller dans un parc à côté de chez moi avec mes enfants et on prend un morceau de pain, même si je sais que c'est pas très bien, mais on donne à manger aux pigeons. Il y a un truc qui m'a frappée, c'est que dès qu'une miette de pain touche le sol, t'as 48 pigeons qui arrivent en courant. Et en fait, un jour, j'ai fait le parallèle avec le business. Je me dis, mais c'est fou, INSAF. Dès qu'il y a du pain quelque part et que tu as spoté qu'il y avait du pain, ben voilà, tu as 48 000 personnes qui arrivent et qui commencent à te copier, quoi. Et qui veulent manger ton pain, entre guillemets. Sachant que voilà, tu peux distribuer. Enfin, la personne qui distribue du pain, en théorie, elle en distribue pour tout le monde. Ceci étant, ma question c'est, Nina, comment tu gères les copycats? Comment tu gères les gens qui te copient? Comment tu gères surtout la concurrence toxique? Qui est pas juste une concurrence vertueuse qui voilà, te pousse vers l'avant, parce qu'on a tous des concurrents et la concurrence c'est sain, mais tu as une concurrence toxique de gens qui font peu ou prou la même chose que toi et en fait qui passent leur temps à te copier. Et moi, excusez-moi du terme, mais ça me sort par les trous de cul en fait. Des fois, j'ai juste envie de les brûler et puis d'autres fois, je me cale et je prends le truc avec philosophie. Mais du coup, j'avais envie de te poser la question pour savoir comment toi tu les gères. Coco Chanel disait, voler mes idées, j'en aurai d'autres. Mais ça, c'est philosophique. Et quand tu vois que quelqu'un Non, je rigole. t'a piqué tes idées, en vrai, comment tu réagis, Nina? Parce que Avant, ça ça t'arrive me de rendait t'énerver? dingue. Avant, ça me faisait vraiment la pointe dans le ventre. Vraiment, ça me stressait. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est dans mon programme, je bosse avec d'autres coachs. J'opère plus mes coachings, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une équipe que j'ai formée, etc. Mais avant, j'avais une ou deux autres coachs pour m'aider. Et je pense qu'il y a même un moment où je me sentais menacée par ces personnes, tu vois. Vraiment, alors que c'est moi-même qui les paye, tu sais. Mais juste le fait qu'elles fassent la même chose, qu'elles soient des femmes, et souvent dans la même culture que moi, tu sais, d'une manière ou d'une autre, elles me ressemblaient. Donc à la fois, je les adorais, et à la fois, je me sentais menacée par elles. Donc déjà, la première question, c'est au-delà de qu'on te copie ou pas, c'est quelle est ta sécurité intérieure à toi
pour te sentir menacé, y compris par des personnes qui ne te copient pas. Bon, bah moi, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Si elles écoutent ce podcast, je vous aime d'amour. Et maintenant, bah, au contraire, ça me rend heureuse de les former, de les faire grandir, etc. Mais en fait, la question, elle se joue dans... Moi, je me suis sentie menacée par des personnes qui ne me copiaient pas, autant que par des personnes qui me copient. Donc, du coup, la question, c'est un peu la sécurité intérieure. Donc ça, c'est un peu le sujet, je pense. Ensuite, c'est énervant de voir des gens qui te copient, mais moi, notamment dans mes challenges, dans mes machins, il y a plein de gens qui me copient. Mais du coup, ce que je fais, il y a plusieurs manières de gérer ce problème. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que, comme tu dis, quand tu jettes du pain, ça veut dire qu'il y a à manger. Et s'il y a plein de pigeons qui arrivent, ça veut dire que ton marché, il est florissant. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui copient, ça veut dire qu'ils ont un business model qui est rentable, ils ne feraient pas ça pour la gloire. Et donc, ça veut dire que quelque part, ils y trouvent de l'argent. Donc, ça veut dire qu'ils vont chercher des clients que toi, tu n'as pas. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a des clients que tu n'as pas et donc que tu peux aller chercher. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que si tu jettes du pain et qu'il n'y a personne, bah, ça veut dire qu'en fait, personne ne veut de ton produit. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Donc, déjà, c'est ça. Tout à fait. Ensuite, moi, ma technique, il y en a plusieurs. Avant, ce que je faisais, c'est que je bloquais ces personnes, j'ai supprimé, je les unfollow. Et je pense qu'il y a une grosse partie de mes concurrents que j'ai unfollow parce que ça me Mm. trigger trop, ça me déclenche trop, je me sens nulle, je vois tout ce qu'ils font mieux que moi, etc. Enfin bref, il y a un moment, on n'a pas besoin de s'infliger ça. Donc viens, t'arrêtes de les suivre et c'est OK, tu vois. Genre, Ouais, je qui suis copie ou d'accord. qui copie pas, tu vois. Et à la place, remplacer par des personnes qui sont pas du tout dans mon domaine et dont le contenu me fait kiffer. Exemple, en ce moment, je suis plein de nanas qui font de la déco d'intérieur et des fringues, des trucs qui n'ont rien à voir. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux copier d'elles? Et donc, qu'est-ce que Ouais. je peux importer de leur code chez moi et comment moi je peux aller m'instruire autre part pour en fait continuer à remplir le panier de pain. Ok, que les pigeons iront voler ailleurs. Et la dernière chose aussi, qui est la méthode un peu plus piquante, euh, Ouais. c'est alors soit de le faire moi-même, soit d'envoyer mon équipe le faire, leur dire inscrivez-vous à tout ce qu'ils font et allez regarder ce qu'ils font de mieux que nous et venez l'implémenter. Et donc, c'est trop bien parce que de cette manière-là, mais franchement, il y a des concurrents, ils m'ont aidé à faire. Ils ont eu des idées que moi je n'avais pas parce qu'ils ont pris ce que je faisais et puis en fait ils l'ont amélioré. Mais du coup, je suis allée récupérer ce qu'eux ont fait pour améliorer ce que moi je faisais, mais avec tout le savoir et la connaissance. Et ben, en fait, les gens, parfois aussi, quand ils copient, et je terminerai par ça, c'est qu'ils vont copier des tactiques, mais ils vont pas copier la stratégie. Ils vont pas comprendre pourquoi tu fais ça. Ils vont le faire, mais ils vont pas vraiment comprendre la vraie raison pour laquelle tu l'as fait. Donc en fait, ils vont faire une pâle copie. Après, ils vont faire des petits trucs, ils vont améliorer, c'est très bien. Mais toi, ton enjeu, c'est d'aller regarder ce qu'ils ont fait de mieux que toi, et tu récupères. Et moi, comme ça, j'ai amélioré des taux de conversion, j'ai amélioré mon challenge, j'ai amélioré plein de trucs. Et il y a le petit truc de satisfaction de dire, gars, t'as fait la même chose que moi, mais genre vraiment prise de karaté, je récupère et je me le réapproprie. J'adore, j'adore. Merci pour tous ces enseignements, Nina. Ça a été fabuleux de passer déjà ce moment avec toi. Ça a été fabuleux de te recevoir au micro de Ma Juste Valeur. Avant de te quitter, Nina, est-ce que tu as des actualités à nous partager et les personnes qui sont intéressées, soit par ton bootcamp, par ce que tu fais, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Mais si vous êtes encore là après tout cet épisode, c'est haut et c'est bas, c'est que ça vous a plu, c'est que vous aimez m'écouter, m'entendre, c'est que vous aimez les podcasts. Et donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est suivre mon podcast qui s'appelle Le Divan des Patronnes. C'est un podcast qui est beaucoup plus jeune que celui d'INSAF et d'ailleurs à ce titre-là, elle m'inspire énormément. Donc je fais mes premiers pas dans le podcast. Il y a l'épisode de Caroline Jurado qu'elle a cité où on parle d'argent, mais il y a plein d'épisodes où on déconstruit l'argent. Il y a Aline Bartoli, Clotilde Dussoulier. Enfin, il y a que des femmes qui ont des business qui sont incroyables et on va parler de sujets totalement sans langue de bois. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est aller sur le Divan des Patronnes. Si vous n'avez pas le temps d'écouter maintenant, bah, juste vous abonner et vous écouterez le prochain épisode. Mettez-le quelque part sur votre trajet. Je dois écouter cet épisode-là. Celui avec Caroline Jurado, qu'INSAF a cité, est hyper bien, parle beaucoup d'argent. Donc je pense que ça rentrera dans les thématiques qui vous intéressent. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire et après laissez 5 étoiles si ça vous a plu. Voilà. Moi, je ne peux que conseiller le divan des patronnes, hein. Là, depuis que tu l'as sorti, en fait, j'en parle à presque tous mes épisodes. À chaque fois que je cite, j'ai adoré celui avec Aline Bartoli, Caroline Jurado, j'ai adoré. J'ai pas suivi, j'ai pas vu que tu avais invité Clotilde, que j'adore et que je salue évidemment. Donc, je vais m'empresser d'aller l'écouter. Donc, allez-y, validez. Vous aurez INSAF sur le Divan des Patronnes. Donc, Ah, mais écoute, moi, je prends toute invitation. invitation en live, ce sera avec grand plaisir de te recevoir. Donc abonnez-vous comme ça, vous ne raterez pas l'épisode Bah, d'INSAF voilà. sur le divan. Je vais lui poser toutes les questions un petit peu tricky. Bon. Merci Merci beaucoup, INSAF. infiniment, Nina. Ça a été un immense plaisir. Pareil, plaisir partagé. Merci pour ton invitation. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail.
à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.